toutes. Je suis ravie d'être ici et de venir vous parler donc d'un artisan, d'un Parisien ordinaire du Moyen-Âge. Je vous propose d'aller à la rencontre d'un Parisien. Ce sera un voyage immobile, hein, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être bon marcheur et de grimper beaucoup. Ce sera juste un voyage dans le temps. Donc, effectivement, de manière tout à fait exceptionnelle, on a conservé une partie du livre de boutique d'un artisan, un homme qui s'appelait Colin de Lormois. Enfin, je suppose que c'est comme ça qu'on peut prononcer son nom. Il était couturier et tailleur de robes, c'est-à-dire fabricant de vêtements, et maître d'un petit atelier qu'on peut imaginer similaire à celui représenté sur cette image qui est contemporaine de sa vie. Donc, il a vécu dans la première moitié du XVe siècle et il était installé sur la rive gauche, dans sa partie occidentale, sur les terres, là qui apparaissent ici en bleu clair, vous voyez, hein, ce sont celles qui sont dans le cadran sud-ouest. Donc, il a vécu sur les terres de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés tout au long de la vie, du moins celle qu'on connaît de lui. Alors, je lui ai consacré un livre et aussi quelques articles au fil de quelques petites nouvelles découvertes que j'ai faites après la publication du livre. Alors, pourquoi étudier cet homme? Pourquoi étudier ce parcours? Parce que ce que l'on connaît des artisans parisiens du Moyen-Âge provient essentiellement de sources institutionnelles, fiscales ou réglementaires, qui ont leurs limites. Les sources fiscales permettent de connaître la présence et le poids démographique approximatif des artisans. Elles permettent aussi de les situer économiquement les uns par rapport aux autres et puis par rapport aux divers groupes sociaux de la capitale. Mais ces sources fiscales laissent de côté ceux qui sont trop pauvres et, pour être contribuables, et aussi elles restent relativement désincarnées. Elles ne permettent pas d'aller dans la profondeur de ces vies. Les règlements de métier, j'imagine que vous savez qu'on les a conservés en nombre, règlements de métier, depuis le XIIIe siècle, mis par écrit à partir du XIIIe siècle à Paris. Ils permettent de connaître l'organisation des corporations médiévales, notamment dans le secteur du textile, des corporations très structurées et nombreuses dans le secteur du textile, mais ces règlements ont des limites eux aussi. D'abord, on sait très bien que la pratique concrète peut s'éloigner beaucoup de ce que prévoit le règlement du métier. Et puis, une chose qu'on oublie aussi trop souvent, c'est que les règlements des métiers parisiens, ceux qui sont connus depuis le milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire ceux qui ont été édités à partir du milieu du XIXe siècle, le livret des métiers et puis les éditions successives, ces règlements de métiers édités, en fait, se focalisent exclusivement sur les métiers, les corporations reconnus par le roi à Paris, par le roi et son représentant qui était le prévôt royal qui siégeait au châtelet de Paris. Et donc, ces règlements de métier, on connaît, qui sont le plus édités, laissent en fait dans l'ombre les corporations qui se sont organisées sur les terres des seigneuries parisiennes et en particulier sur les terres des abbayes parisiennes situées rive gauche, comme Saint-Germain-des-Prés. Sur le plan, s'il vous plaît, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés était située ici. Ce que vous avez en vert, c'est l'enceinte. Donc là, je reviens en arrière, c'est l'enceinte de Charles V, qui n'a pas pu entièrement figurer ici, mais peu importe, on se focalise sur la rive gauche. Et en fait, la seigneurie de Saint-Germain-des-Prés, comme celle de Sainte-Geneviève, qui était située dans le cadran sud-est, avaient sous leur autorité un certain nombre de corporations organisées, et de celles-ci, les règlements n'ont pas été, dont certains ont bien été conservés, n'ont pas été édités, ne sont à peu près jamais étudiés. Alors, donc on a des sources fiscales, on a des sources normatives qui ont beaucoup de limites, on a aussi des chroniques, on a aussi des images, je vous en ai montré une tout à l'heure. Mais les chroniques donnent trop souvent une vision partielle et assez péjorative du milieu artisanal parisien, en particulier dans les moments d'émeute, comme en 1306, la grande émeute de la fin de l'année 1306, où beaucoup d'ateliers ferment et d'artisans se répandent dans les rues. Elles émanent en fait à un moment où les loyers triplent dans Paris. C'est un moment tout à fait spectaculaire. Ces chroniques émanent des clercs et des milieux dirigeants du royaume, et elles portent volontiers, même s'il y a des nuances entre elles, un regard méfiant et condescendant sur les artisans. Alors, l'intérêt du livre du couturier Colin de Lormois, c'est de constituer un témoignage direct, émanant d'un artisan, écrit par lui et les gens de son atelier, dans sa boutique même. C'est en cela que c'est un document rare,
C'est pas un document réglementaire, c'est pas un document extérieur au milieu artisanal. Je signale, hein, de toute façon, c'est le seul livre de boutique d'un artisan parisien qu'on ait conservé pour la période médiévale, pour la période antérieure à 1500. C'est donc une rareté à Paris, mais même au-delà de Paris, c'est une relative rareté, parce que si on a conservé des écrits très abondants issus de grandes boutiques, de grands marchands, par exemple, dans beaucoup de régions européennes, particulièrement en Italie, pas seulement, les documents de gestion, les documents de boutiques d'artisans et de petits boutiquiers sont beaucoup moins nombreux à avoir été conservés. Ils ne sont pas non plus inexistants. Là encore, c'est en Italie, en Toscane, qu'on en a un ensemble au XVe siècle principalement. Ce livre de boutique du XVe siècle, il est longtemps resté inconnu. En fait, il a été découvert par hasard dans les collections de la Bibliothèque nationale des France au début du XXe siècle. Je reviendrai rapidement sur cette découverte qui en elle-même est assez amusante. Et il a alors en fait été édité et commenté par un conservateur des bibliothèques nationales, Camille Couder. Mais Camille Couder s'est principalement intéressé à la clientèle de cet artisan, parce que Camille Couder était un spécialiste de ce qu'on appelle l'humanisme parisien, hein, l'humanisme du XVe siècle, et il était heureux de retrouver dans la clientèle de cet artisan certaines figures intellectuelles de l'époque, certaines figures de l'Université de Paris, qui étaient donc clients de cet artisan qui implanté ici, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, de façon qui s'est déplacé au fil de sa carrière, avait dans sa clientèle des gens qui travaillaient à l'Université de Paris, dans le quartier latin, tout simplement. Alors, après cette édition, on peut dire, qui date du début du XXe siècle, on peut dire que ce livre de boutique a été totalement négligé par les historiens de Paris. Et pour ma part, c'est en fait quand je faisais ma thèse, il y a environ 25 ans, que j'ai croisé ce document. Je travaillais à l'époque sur le crédit et l'emprisonnement pour dette. Et il se trouve que c'était un document où se trouvaient des reconnaissances de dette, mais pas de prisonniers pour dette, en fait. Donc, c'est un document que j'ai repris ensuite. Ce qui m'a intéressé, c'est la chose suivante avec ce livre. Comment un artisan parisien, alors spécifiquement du quartier de Saint-Germain-des-Prés, gérait-il son atelier? Comment concevait-il son travail? Comment voyait-il sa place dans la société parisienne, une société connue pour être très inégalitaire au XVe siècle, pour laisser très peu de place, en particulier très peu de pouvoir aux artisans, contrairement à d'autres villes médiévales, en Italie, en Flandre, du moins au XIVe siècle. Alors, un tel document pose évidemment la question de la maîtrise de l'écrit, hors des milieux savants, hors des institutions de l'Église, hors du milieu des officiers royaux, et il permet de s'intéresser à un acteur tout à fait ordinaire, un boutiquier, c'est-à-dire le groupe social qui constituait la structure portante de la société parisienne, comme de toutes les sociétés urbaines de l'époque. Alors, je vous propose d'abord de commencer, je vais rassembler mon propos en 5 temps, pas trop long, je vais regarder de près l'un l'autre. Je vous propose d'abord de retracer la redécouverte de ce livre, parce qu'elle est quand même intéressante pour comprendre aussi cet artisan. Alors, le livre, aujourd'hui conservé parmi les nouvelles acquisitions françaises de la Bibliothèque nationale de France, vous avez sa cote ici, BNF, Nouvelle acquisition française 1621. Ce livre, vous voyez ici son apparence actuelle, c'est en fait une reconstitution qui date du début du XXe siècle. Et là, ce que vous voyez, donc, c'est la reliure du début du XXe siècle dans laquelle il a été relié, restauré à l'époque. Alors, à l'intérieur de cette reliure, quand on ouvre l'ouvrage, on trouve des feuillets de papier de tailles assez diverses. Vous en avez un aperçu ici. Hein, vous voyez que vous avez un premier feuillet plus court que le second, que le troisième, etc. Vous avez toute une série de feuillets qui ont été montés sur onglet, reliés ensemble, de tailles diverses. Et vous pouvez apercevoir aussi que ce sont des feuillets assez abîmés avec une encre qui peut être très pâle. Et donc, ces feuillets et lambeaux de papier ont été en fait trouvés en 1907 par 2 conservateurs de la Bibliothèque nationale de France, l'un que j'ai déjà cité, dont vous retrouvez le nom ici, qui est Camille Couder, et puis l'autre qui s'appelait Viennot. Et Camille Couder était conservateur au cabinet des manuscrits et Viennot était conservateur au cabinet des imprimés, aux imprimés. Couder a édité, une fois qu'il a eu trouvé ses papiers, il en a édité le texte dès 1911 dans le bulletin de la Société d'histoire de Paris et de l'Île-de-France.
Alors, où ont-ils trouvé ces papiers en 1907 à la Bibliothèque nationale? En fait, ils les ont trouvés à l'intérieur de la reliure d'un livre imprimé qui se trouvait alors dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, donc parmi les imprimés. Donc, en fait, c'est Viennot qui trouve sur une étagère à la Bibliothèque nationale de France un imprimé à la couverture suspecte, extrêmement épaisse, et il se dit qu'il y a à l'intérieur de cette reliure des papiers intéressants. Donc il décide de l'ouvrir, de l'éventrer. On ne le fait plus depuis fort longtemps à la Bibliothèque nationale de France, mais à l'époque on le faisait régulièrement. Il l'ouvre et il découvre à l'intérieur des papiers qu'il soumet à son collègue des manuscrits, Couder, et c'est Couder qui va en mener la lecture, parce que lui sait lire ces vieilles écritures. Alors ça c'est important d'essayer de comprendre comment s'est passée l'histoire de cette transmission. En fait, les papiers de Colin de Lormois, de cet artisan, ils sont restés jusqu'en 1907 à l'intérieur d'une reliure. C'était des papiers réemployés par un relieur parisien et un imprimeur parisien, réemployés probablement à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, on ne peut pas préciser. Et donc, ils ont été conservés ainsi pendant 4 siècles dans une reliure, hein, que finalement, au début du XXe siècle, Viennot et Couder ont décidé de sacrifier, d'ouvrir, etc., etc. Alors, c'est ce qu'on appelle des défaits, ces papiers qui servent, ces papiers de réemploi qui servent pour renforcer des reliures, ça s'appelle les défaits. Alors, ce qui est intéressant pour nous, hein, dans cette transmission, c'est que, un, ça nous a transmis des papiers, on conserve sinon très très rarement. Deux, ça nous indique aussi que ces papiers, hein, ils n'ont pas été considérés comme d'une valeur extrême. Ça veut dire qu'à un moment, ils ont été vendus au poids du papier, jetés au rebut, et récupérés, réemployés par un relieur et imprimeur de la fin du XVe siècle. On est au moment où l'imprimerie s'installe à Paris, en fait, dans les années 1470, enfin, dernier quart du XVe siècle. Donc, ça veut dire que Colin de Lormois, dont le livre porte comme date 1420-1455, donc on peut dater les papiers de 1420 à 1455, il y a des notices dedans entre 1420 et 1455. Ce livre, il a été considéré une génération après comme sans intérêt, jeté. Donc c'est quelque chose, ça fait partie d'écritures, pour moi c'est le signe que c'est en fait des écritures ordinaires, considérées dès l'époque comme jetables, qu'on gardait peu longtemps. C'est pour ça pourquoi on en a très très peu gardé. Alors celle-ci, hein, on ne la doit qu'à cette conservation accidentelle par ce renvoi en reliure. Donc c'est en cela, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors pour finir simplement de vous expliquer ce qu'il y a sur cette diapo qui peut sembler un peu cryptique. Donc le Colin de Lormois tient son livre entre les années 1420 et 1450 à minima. Je sais qu'il meurt dans les années 1460. Je le sais par ailleurs. Sans doute, son fils probablement, enfin ses héritiers, se débarrassent ensuite du livre. Le relieur utilise les feuillets de ce livre avec aussi, en les mêlant à une correspondance qui n'a strictement rien à voir, qui est celle d'un prêtre, Simon Villot, qui était un chapelain de Notre-Dame de Paris. Donc une correspondance qui n'a strictement rien à voir. Et puis, bon, voilà, il réemploie tout ça, il déchiquette, il coupe pour adapter à la reliure et renforcer la reliure. Donc ça veut dire qu'on n'a que des fragments du livre, hein, parce que le plus probable, c'est que le reste du livre de Colin de Lormois se soit trouvé dans d'autres livres sortis du même imprimé. Celles-ci, elles n'ont pas été éventrées plus récemment. Donc le résultat, c'est qu'on a des extraits, des fragments du livre de Colin de Lormois. Je vous ai montré tout à l'heure des fragments plus amples, hein, avec des pages de belle taille, puis des courtes notices, difficiles à lire quand même. Et puis vous avez à la toute fin, hein, du livre actuel, des toutes petites parties, des bandelettes, qui sans doute ont été découpées par le relieur pour glisser ces papiers, sans doute sur la tranche du livre, pour la reliure de la tranche, renforcer la reliure de la tranche du livre. Donc ça fait des choses assez fragmentaires. Ça, c'est pour les tout derniers feuillets. Rassurez-vous, il y a quand même des notices plus longues que celle-ci. Alors, résultat de cette transmission tout à fait particulière, enfin qui n'est pas rare, hein, il y a toute une série de textes anciens qu'on conserve de cette manière, c'est-à-dire de manière fragmentaire et de façon tout à fait involontaire et tout à fait accidentelle. Donc on a des fragments de 32 feuillets, c'est-à-dire des fragments de 64 pages, datables
des années 1420 aux années 1455, hein, une notice en 1420, une notice en 1455, et puis le gros des notices conservées et datables, rapprochables, avec plus ou moins de précision, hein, principalement des années 1425, des années 1425, 1443. Alors ça veut dire qu'on est au temps de la guerre de Cent Ans et pratiquement au temps du pire de la guerre de Cent Ans pour la ville de Paris, puisqu'on est au temps de l'occupation anglo-bourguignonne de Paris, puis ensuite de la reconquête de la ville par Charles VII. C'est un moment où Paris se vide de sa population. Il y a aussi toute une série de blocus militaires qui sont effectués par les troupes de Charles VII contre les occupants anglo-bourguignons. C'est un moment où la vie est très dure à l'intérieur de Paris. Il y a toute une série de pénuries, de moments de famine, en particulier au début des années 1430. C'est un moment difficile. C'est ce moment-là hein, où Colin de Lormois développe son activité. Et puis, en 1436, c'est la reconquête de la ville par Charles VII, comme on dit, en fait, c'est la conquête de la ville par Charles VII. La pacification de l'Île-de-France se poursuit dans les années, enfin, jusqu'aux années 1444 à peu près. Et c'est dans ces années-là qu'on voit se déployer l'activité de Colin de Lormois. Alors, je reviens maintenant au... Pardon. Ça reste le temps pour moi des pollens, hein, des allergies. Donc, m'excusez. Alors, dans un deuxième temps, j'en viens au contenu du livre de ce livre de boutique de Colin de Lormois. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure à Claire Béchu, le mot de journal n'est pas applicable à ce livre. On entre dedans, on se donne, voilà, on déploie l'effort de déchiffrer ces écritures qui ne sont pas du tout des écritures propres de notaire, de chancellerie, de greffier de justice. Ces écritures peuvent être un peu décevantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de contenu autobiographique. Il n'y a aucun élément mémoriel et pratiquement aucun élément familial ou intime. C'est pas comme ça que résonne Colin de Lormois dans ses papiers. Ses parents sont bien mentionnés, hein, et mentionnés ponctuellement son épouse, son fils, sa fille, un neveu, un oncle. Voilà. La parenté est mentionnée, mais elle n'est mentionnée qu'à l'intérieur de listes de dépenses, qu'à l'intérieur, que pour ce qu'elle coûte à Colin de Lormois. L'intégralité de ce qu'on a gardé, ce sont des notices de transaction. C'est uniquement des opérations économiques de Colin de Lormois. On n'a pas de poème, pas de recettes, pas de prière, à peine à un moment, quelques mots de dévotion, innominé, dominé, ça fait 3 mois. En fait, tout ça, ce ne sont que des transactions. Et donc, on a au total 191 notices, certaines fragmentaires, hein, comme je l'ai indiqué, mais 191 notices, dont 4 sont vraiment tellement fragmentaires qu'on ne peut pas vraiment savoir de quoi il s'agissait, mais pour le reste, on peut s'apercevoir de quel type d'opération économique Colin de Lormois parle à ce moment-là. Et donc, je vous ai simplement pointé ici le gros de ces transactions. Alors, on n'a pas d'inventaire de la boutique, hein, on n'a pas plus d'achat de matériel, ça peut être aussi un peu décevant. Mais le gros de ce qu'on a, je commencerai en fait par les quittances de loyer. 50 quittances de loyer de ses propriétaires successifs, ce qui permet un peu de le suivre dans la ville, suivre son parcours résidentiel dans la ville. Et ces quittances de loyer, comme celle-ci, d'ailleurs le livre s'ouvre sur des quittances de loyer, elles sont systématiquement signées, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir les choses, à l'écran c'est compliqué, mais là ce que vous voyez c'est une signature. Donc ici, là c'est la main de son propriétaire, le premier propriétaire connu, Colin Garot. Je, Colin Garot, confesse avoir eu et reçu de Colin de Lormois pour le terme de Saint-Rémy, donc 1424, et pour tout le temps passé jusqu'à aujourd'hui, voilà, fait le 3e jour de novembre, l'an dessus dit Colin Garot. Quittance de loyer, il a bien reçu l'un des 4 termes, le terme de la Saint-Rémy. On paye les loyers à 4 fois par an, à 4 termes, grosso modo 4 saisons. Il a reçu. À chacun des termes, un propriétaire, 4 fois par an, fait une quittance de loyer. Alors évidemment, on n'a pas toutes les quittances de loyer, puisqu'on n'a que des fragments du fait du remploi de ce livre. Donc, des quittances de loyer d'abord, qui vont nous permettre de le suivre. Et puis,
Deuxième type de notice très important, très nombreux, ce sont les mémoires de besogne. Ce qu'il appelle les mémoires de besogne. Qu'est-ce que c'est que les mémoires de besogne? En fait, ce sont des factures. Ce que nous, on appelle des factures. Mais lui, il commence presque systématiquement chacune des factures par l'expression mémoire de la besogne que j'ai faite pour un tel. Donc, mémoire de besogne, je trouve que c'est une expression qui est très jolie. En fait, il faut savoir que le mot de facture ne s'installe dans le français qu'au XVIe siècle, au milieu du XVIe siècle. Antérieurement à cela, il savent déjà faire des factures. Mais en français médiéval, on appelle ça mémoire de besogne. Donc là, c'est très abrégé. Mémoire de la besogne que j'ai faite pour Maître Galas depuis le compte, c'est-à-dire depuis un compte précédent qu'on avait fait ensemble, etc., etc. Donc là, ce que vous avez sur tout le feuillet, tout ce feuillet-là, toute cette page-là, feuillet 9 verso, toute cette page-là, c'est la succession à chaque ligne. Vous avez un nouveau travail de confection qui a été effectué par Colin de Lormois pour ce Maître Galas. Donc, un travail de confection, et puis à chaque fois, le coût du travail, de la confection, le coût de la façon. Donc là, je vous l'ai transcrit, enfin, ça reste du français médiéval. C'est quand même un peu... c'est à la fois distant et proche de notre français. Donc, item, une jaquette pour son neveu Jacotin, la jaquette Ketsu. Pour le dit Maître Galas, une houppelande noire pour la façon de 8 sous. Item, un chaperon noir pour lui, pour ceux dessous, etc., etc., etc. Je ne vais pas tout énumérer, vous avez ici un ensemble de choses. Et je n'ai pas pu transcrire sur la diapo l'intégralité de la facture parce que ça ne serait pas montré sur la diapo. Donc, l'essentiel du contenu, en fait, de ce qui nous reste du livre de boutique de Colin de Lormois, ce sont des factures. Parce que si j'additionne les mémoires de besogne et les mémoires de besogne, c'est-à-dire des factures auxquelles s'ajoutent des reconnaissances de dette, ça fait au total 92 notices. Alors, le troisième type de notice maintenant, que je mentionnerai, et je n'entrerai pas dans le détail de la typologie moins bien représentée dans le livre, le troisième type de notice qui est intéressant, c'est ce que lui appelle compte. Et puis exactement, c'est ce que tous les Parisiens d'époque appellent compte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce livre à la Bibliothèque nationale de France a été baptisé par Camille Coudert Compte de Colin de Lormois, mais lui, il n'appelle pas ça compte. Lui, ce qu'il appelle compte, ce qu'il appelait compte, c'est juste un tout petit nombre de notices, 14 notices. Et vous avez ici un exemple de ces comptes. Alors, vous voyez, c'est un tout petit texte, une toute petite cédule, signée en fait de son partenaire de transaction, signé Jean Boucard. Vous voyez que ce n'est pas de sa main, enfin, vous voyez-moi sur parole, ce n'est pas de la main de Colin de Lormois, ce n'est pas la même main, c'est la main de Jean Boucard. On peut le lire, l'an 1441, le 1er jour de février, Nicolas Delourme, c'est une autre façon d'écrire Colin de Lormois, Colin Gourdin de Lormois, Nicolas de Lormois, il y a plusieurs graphies de ce même homme, Nicolas Delourme, couturier, et moi Jean Boucard, nous avons compté ensemble toutes les choses qu'auparavant, nous avons eu à faire ensemble, tant à cause de son métier de couture qu'à cause de l'écolage de son fils, mon écolier, à cause des frais d'écolier de son fils. Jean Boucard est le maître d'école du fils du couturier. Par ainsi que Fulky, de sorte que nous sommes quittes l'un à l'autre totalement. J'ai mis en témoin, signé Manuel, mon saint Manuel, donc c'est sa signature, etc., etc. Puis la date, on est en février 1441, ancien style, donc en février 1442. Très bien. Donc, de ces notices-là, pardon, je reviens en arrière, on en a, ces notices de compte, on en a 14. Donc, qu'est-ce qu'il appelle compte, lui? Ce sont des petites notices qu'il passe avec un partenaire de transaction, très souvent écrites par un partenaire de transaction, parfois par Colin lui-même, ça dépend des fois. Et c'est des petites notices qui font la balance de leur relation financière, qui font une sorte d'état des relations financières avec un partenaire de transaction auquel il est fidèle depuis longtemps. Donc un compte, pour lui, c'est cela. C'est un état financier des rapports avec un partenaire de transaction. Alors, toutes ces notices mises ensemble, je ne détaille pas les autres types de notices, toutes ces notices mises ensemble permettent de saisir en fait l'économie quotidienne de la de couture. Par exemple, le fait que les clients ne paient jamais comptant, le fait qu'ils payent parfois en nature, parfois ils payent en travail. Par exemple, Jean Boucard paye
les vêtements qu'il commande à Colin de Lormois, du travail de maître d'école qu'il effectue, ou que c'est les professeurs qu'il emploie, qu'il salarie, font auprès de cet élève. D'autres encore le payent en produits alimentaires. Certains le payent en blé. J'ai un écuyer qui le paye en quantité assez intéressante de blé. D'autres le payent en produits de première nécessité qui sont importants, comme des chandelles. J'ai un curé qui paye, curé de paroisse, le curé de la paroisse de Saint-Séverin le paye assez systématiquement en chandelles. Et c'est important pour un couturier d'avoir des chandelles parce que c'est quand même un travail de précision. Il faut pouvoir s'éclairer à la bougie. Autre chose que révèlent ces notistes, c'est que tous les clients moi dans ces fragments qu'on a, tous les clients de Colin de Lormois sont des hommes qui passent commande pour les femmes de leur entourage. Du moins quand il y a des femmes dans leur entourage, parce qu'une partie de la clientèle est composée aussi d'hommes célibataires, de clercs. Ils passent commande pour les femmes de leur entourage, donc parfois épouses, parfois filles, très souvent nièces, très souvent servantes, etc. Ce ne sont jamais les femmes qui sont clientes directes de Colin de Lormois dans ces notices. Elles passent toujours par l'intermédiaire d'un homme. C'est une logique qu'on retrouve à travers d'autres documents de la même école. Même si Colin de Lormois sait faire des vêtements pour femmes, ça apparaît clairement dans certaines lectures. Parmi ses clients, certains se distinguent par des commandes très abondantes. Le maître d'école, Jean Boucard, il passe commande. Pourquoi est-ce qu'il passe des commandes très abondantes? Pourquoi est-ce un client important pour Colin de Lormois? Je rappelle, c'est le maître d'école de son fils. S'il veut que son fils apprenne des choses et se prépare à l'université, ce qui va se passer, il a intérêt à bien payer ce maître d'école. Le maître d'école, il passe commande de vêtements pour les enseignants qui travaillent dans sa pédagogie, son petit collège en fait. Et il passe aussi commande pour son secrétaire, son clerc particulier, et il passe commande aussi pour certains des élèves qui l'hébergent et qui apprennent dans son petit collège. Donc c'est un bon client. Et les clients ces pédagogues qui sont en fait des entrepreneurs scolaires, qui sont à la tête de petits collèges, sont des bons clients pour Colin de Lormois et ses frères. Il faut évidemment imaginer qu'il y a des dizaines d'autres Colin de Lormois dont vous parlez de cette époque. Total, dans les fragments que j'ai 54 commandes de confection pour le seul Jean Boucard, pour lui-même, mais surtout pour ceux qui peuplent son petit collège, sa pédagogie. Alors, cela dit, Jean Boucard reste un couturier de quartier. Il ne travaille pas pour l'hôtel du roi, il ne travaille pas pour un prince non plus, il travaille pour la population qui est autour de lui. Donc, il a aussi un boucher parmi ses clients, des gens qui ne sont pas simplement des maîtres de l'université qui peuplent le quartier latin. Dans un troisième temps, maintenant, je vais en venir à la culture écrite de cet artisan. Il me semble qu'à ce stade, une question se pose et doit être abordée, c'est celle de la culture de cet homme qui tient un livre de boutique. On peut essayer de caractériser cette culture un peu plus précisément et essayer de se demander ce qu'il fait exactement avec l'écrit. Alors, Colin de Lormois, évidemment, c'est compté. On ne fait pas la démonstration, mais j'ai repris tous les calculs qui pouvaient être refaits à sa suite, c'est-à-dire quand il fait des additions et des soustractions, etc., parfois des multiplications aussi. Et il fait très, très peu d'erreurs. J'ai repéré au total 7 possibles erreurs, encore que par moment, on n'est pas sûr qu'il s'agisse d'erreurs, ça peut être très bien des arrondis qu'il effectue volontairement. Il manie les unités monétaires différentes. Il faut savoir qu'à l'époque, on utilise plusieurs unités monétaires, les unités de compte, les unités réelles, plusieurs monnaies à la fois, les monnaies royales, les monnaies du roi d'Angleterre, etc., etc. Il n'a aucun problème pour passer d'une monnaie à l'autre et il compte très, très bien. Les compétences numériques, le calcul sont très claires. Que sait-il faire encore avec l'écrit? Une chose qu'on peut voir, c'est que on peut regarder le format des papiers, même si beaucoup de ces papiers sont amputés, certains de ces papiers ont quand même été transmis complets ou quasi complets. Et on peut en déduire qu'en fait, il utilisait, on peut regarder aussi les filigranes, je ne vous refais pas la démonstration ici, c'est trop long, il y a un certain nombre de filigranes sur ces papiers. Il a utilisé au minimum en fait 2 cahiers, 2 types de papier, 2 types de cahiers, de format minimal 29 sur 21 cm, c'est-à-dire en fait
un format bon, voilà, qui est bien connu par les spécialistes de l'histoire du papier, qu'on retrouve très fréquemment dans les livres de gestion dans le Royaume de France à cette époque, à Angers, euh, à, euh, à Avignon. Hein, c'est vraiment un format de livre de gestion domestique tout à fait connu, de livre de gestion marchande tout à fait connu, un format qu'on retrouve aussi dans les livres de gestion des seigneuries ecclésiastiques parisiennes. Là, donc ça veut dire que d'une certaine façon, il appartient à une culture graphique commune de l'époque, culture graphique économique commune de l'époque. Partage une culture graphique économique commune. Alors, autre indice de réelle compétence graphique qu'il a forcément apprise, ça c'est peut-être là-dessus que je peux vous montrer une ou deux choses sans être trop technique. Il utilise des formats d'écriture stables qui sont attestés dans le milieu boutiquier. C'est pour ça que je vous ai mis là. Désolé, c'est un microfilm, les archives nationales ne consultent pas toujours les archives sous leur format original. Donc là, vous avez une photo d'un microfilm. Mais en fait, ce que vous avez ici, qui est très gros aussi, c'est un tout petit encart, une toute petite feuille de papier, là aussi, qui date du milieu du XIVe siècle, que j'en ai transcrit la teneur ici. Et en fait, c'est là aussi la facture d'un couturier du milieu du XIVe siècle. C'est ce que j'ai fait pour Monseigneur le Commandeur. C'est en fait un officier de l'abbaye Saint-Denis. Et cette petite feuille de papier ridicule se trouve à l'intérieur d'un des livres de comptes de l'abbaye de Saint-Denis pour le milieu du XIVe siècle. Donc, en fait, le couturier a transmis à ce comptable de Saint-Denis une facture pour preuve des relations comptables. C'est ce que j'ai fait pour Monsieur le Commandeur, une chose, une cote, item d'argent pour celui qui amena le drap, pour le valet une cote, etc., etc. Une petite facture avec la somme. Et ce qui, moi, m'intéresse là-dedans, c'est que c'est la seule facture de couturier que je connaisse à Paris antérieure à mon couturier du XVe siècle, c'est qu'en fait, on a grosso modo une forme qui est déjà en place, une typologie documentaire qui est déjà en place. Pourquoi ? Si vous regardez sur la diapo de droite, systématiquement, Colin Delormois présente ses factures de la même façon, c'est-à-dire de la façon dont nous-mêmes nous sommes habitués encore à voir des factures sur papier quand elles existent. Sinon, elles sont transmises par PDF, mais alors, souvent, elles ressemblent quand même à ça, c'est-à-dire qu'on a une liste de travaux, alignée du côté gauche, et puis à droite, une liste de prix. Puis parfois, la somme totale, mais en général, pour nous, la somme totale. Colin Delormois ne fait pas toujours la somme. Il n'additionne pas toujours les choses en bas de ces papiers. Donc, la forme de la facture est déjà en place et il la maîtrise parfaitement. Alors, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est déjà une technique qui est une technique apprise. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il a appris à répartir sur la largeur de la page et sans se guider avec une sorte de guide-ligne, les informations. Donc, à gauche, les tâches de confection. J'ai fait une houppelande de telle couleur pour un tel. Et à droite, le prix. Et il va jusqu'à rayer quand ça pose problème. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous apercevez là ce que j'entoure. Ici, ce que j'entoure, il avait commencé à écrire le prix de cette confection 18 deniers immédiatement à la suite de l'objet. Et puis, il s'est rendu compte de son erreur. Il s'est dit, ah ben non, je ne l'ai pas aligné. Alors, il l'a rayé et il a reporté la somme de 18 deniers au bout de la ligne. Je veux dire par là que c'est vraiment une forme prise et stable qu'il respecte systématiquement. Pas simplement sur cette facture, mais sur les pratiquement 92 factures. Donc, il y a des rebondirs comme ça qui indiquent qu'on est face à une forme stable et apprise qui se transmet dans le milieu artisanal. On voit en place. Alors, il n'y a pas que les tailleurs. Je sais que les serruriers aussi produisent des factures à la même époque. Donc, des formats d'écriture stables qui s'opposent, par exemple, parce que sinon, la plupart des notices économiques, ce sont des notices à longue ligne, comme on dit. Notices à longue ligne avec une signature en bas à droite, comme ce que vous avez pour les quittances. Tous ces propriétaires suivent pour les quittances de loyer, suivent cette forme-là. Voilà, j'ai reçu, je nommé un tel, et reçu pour tel terme, telle somme en général, et puis il y a la signature de celui qui fait la quittance. Et Colin Delormois, c'est aussi, pour d'autres types de notices, je n'entre pas dans le détail, utiliser la forme à longue ligne.
Par exemple, quand il fait des reconnaissances de dettes, il utilise la forme à longue ligne. Donc, il sait très bien ce qu'il fait. En fonction du type d'information qu'il veut coucher par écrit, il adopte telle ou telle forme. Alors, évidemment, c'est un modèle, la facture. J'aime beaucoup les factures, en fait. Enfin, les factures anciennes. Donc, si certains en connaissent, voilà, pas trop récentes, elles m'intéressent. C'est un modèle qui est appelé évidemment à une longue vie, hein, comme l'attestent ces factures des tailleurs des 19e, 20e siècle. Vous avez simplement, hein, sur une forme partiellement imprimée, on reprend ce modèle tabulaire, alignement à gauche des travaux, alignement à droite des sommes, de l'évaluation du travail. Alors, je pourrais continuer comme ça assez longtemps pour vous décrire ce qui me semble être, moi, des compétences écrites assez avancées, enfin relativement avancées de ce couturier. Alors, il sait insérer des rubriques pour commencer une notice, c'est pas systématique. Il sait utiliser ce qu'on appelle des petits carrés, des carrés CRETS, c'est-à-dire des petits signes qui indiquent qu'il a oublié un mot à un endroit, qu'il l'ajoute en interligne. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. En fait, hein, c'est des codes graphiques qui s'apprennent. Alors, pour moi, vous voyez, ça veut dire que Colin Delormeau a reçu une éducation. Il a acquis des savoirs graphiques professionnels élémentaires. Ou, je n'en sais rien, hélas. On peut imaginer quand même que c'est dans son apprentissage auprès de son maître d'atelier, dans son apprentissage de couturier, qu'il a appris cela, puisque on apprend ce métier-là, même si là, j'en suis rendue au stade des hypothèses, je n'ai aucun élément supplémentaire à avancer. Alors maintenant, si je poursuis quelque peu, à quoi sert ce livre de boutique, et en particulier à quoi servent ces factures, hein, qui sont le gros de la substance du livre. Pour moi, ça sert à l'affirmation d'une identité professionnelle. Bien évidemment qu'un livre de boutique qui compile 92 factures, au minimum, hein, si ça se trouve, il y en avait 10 fois plus ou 5 fois plus, puisque je vous rappelle que je n'ai que quelque chose de fragmentaire sur plusieurs décennies. Mais un livre qui compile ainsi manifestement systématiquement les factures des clients, mais dans la boutique du professionnel, bien sûr, ça sert à tenir à jour les comptes des clients, qui sont des clients fidèles, qui reviennent de saison en saison, passer des commandes, régler ponctuellement une partie des commandes, etc. Mais aussi la copie systématique des façons, des confections effectuées pour les clients exprime aussi autre chose. Au fil des dizaines de factures, le couturier manie tout un lexique descriptif que je vous ai restitué ici, un lexique descriptif, qui est riche en matière et en couleurs. Hein. Là, je vous ai mis simplement les formes de la garde-robe, les formes de vêtements, les types de vêtements, houppelande, robe, manteau, garde-corps, chape, chaperon, épitoge. Ça, ce sont des vêtements académiques, il ne fait ça que pour des maîtres de l'université. Le pourpoint, assez fameux, Jacques, chose, ça c'est des vêtements dessous, hein, les choses du bas du corps. Bon, et puis toute une série d'autres, la brasserolle, qui est plutôt un vêtement du haut du corps. Toute une série, donc il y a tout un ensemble, hein, tout un lexique qui lui permet de décrire, d'identifier précisément les types de pièces de confection, de costumes qu'il est capable de fabriquer. Alors au passage, on note quand même qu'il est capable d'équiper les hommes, les femmes et les enfants. Il y a aussi des enfants qu'il équipe, des hommes, les femmes et les enfants de la tête aux pieds. Parce que les chausses, c'est pour les jambes et c'est jusqu'aux pieds. Et puis, le chaperon et son bourrelet, éventuellement, quand il y a un bourrelet au chaperon, c'est sur la tête. Si je passe ici, ça veut dire qu'il est capable aussi bien de fabriquer, ça c'est une houppelande, c'est une robe. Là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, pardon, c'est ce qu'on appelle, et vous en avez un autre ici, ça c'est ce qu'on appelle un pourpoint. Donc, des vêtements très très longs qui contiennent beaucoup de draps de laine, beaucoup de tissus de laine, et puis des vêtements beaucoup plus courts. Donc, le pourpoint qu'on revêt selon la mode qui s'est instaurée au cours du XIVe siècle. Dans la première moitié du XIVe siècle, hein, c'est l'avènement du vêtement court et ajusté,
Donc, les choses, vous en avez deux paires ici, hein, vous en avez d'autres ici, vêtements masculins, les choses qui sont des sortes de juste au corps, hein, qui tiennent aux jambes et jusqu'aux pieds, et puis au-dessus, on met, c'est très saignant, un vêtement rembourré, mais court, c'est ce qu'on appelle le pourpoint. Le pourpoint, au départ, c'est un vêtement militaire qui se met sous l'armure, raison pour laquelle il est rembourré. Et puis, au début du XIVe siècle, il y a une sorte, enfin, au milieu du XIVe siècle, il y a une sorte de mode du pourpoint. On ne l'utilise plus seulement comme vêtement militaire, on l'utilise plus sous l'armure, on le montre à tout le monde. Et puis, bah, tout le style consiste à trouver le vêtement le plus rembourré, la carrure la plus impressionnante. Hein, ça permet de mettre en valeur la carrure masculine, le pectoral, les épaules, etc. Et dès la main, au-dessus de la minceur des jambes. Donc ça, c'est des silhouettes qui sont apparues au XIVe siècle. Et vous avez une mode du pourpoint, l'apparition d'un métier de pourpointier, etc. Donc, lui, il sait faire tout ça. Il sait faire des vêtements longs pour des clercs un peu tristes, des maîtres de l'université un peu tristos, vous voyez. Et puis, il sait faire des vêtements un peu à la mode, un peu sexy, si vous voulez, hein, pour d'autres clients éventuellement. Et puis, donc, il sait faire les chapeaux, enfin, les bonnets et les chaperons. Un chaperon, vous en avez un là. Un bonnet, vous en avez un là. Donc, toute une gamme de vêtements. Je n'insiste pas là-dessus, mais j'avais vu dans la facture hein, que la facture note les couleurs et les matériaux, pas tout à fait systématiquement, mais donc on peut voir qu'il travaille aussi bien des tissus de laine que des tissus de futaine. Il manie aussi le coton, il manie aussi le lin. Donc, il sait faire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire qu'il faut être capable quand même de couper, de tailler, de coudre des matériaux très différents pour arriver à des formes très différentes. Donc ça, c'est une compétence très... Alors, on peut aussi retrouver dans les factures les mots du travail de couturier. Dans la plupart des factures, il indique, la plupart du temps, il produit des vêtements neufs. Donc, il dit simplement qu'il a fait une houppelande de drap, ce qui veut dire de drap de laine, de couleur perse, pour un tel. Bon. Et puis, on n'a pas beaucoup plus de choses, il met pour la façon. On a juste la façon. Il fait. Mais dans un certain nombre de factures, 50, et donc de façon ponctuelle, il indique qu'il procède à des réparations de certains vêtements. C'est-à-dire que le même client qui lui a commandé des vêtements neufs revient pour faire réparer des vêtements. Et donc là, on entre dans un vocabulaire beaucoup plus spécifique de la réparation, hein, du réemploi, du réusage des mêmes vêtements. Donc, il rallonge des vêtements, il les bande et rebande, il les double, il les garnit, il les fourre, il remet du poil au bourrelet d'un chaperon, parce qu'il n'y en avait plus. Voilà, le poil, c'était esthétique. Il rappareille, ça veut dire qu'il le redémonte, il démonte et remonte les pièces de tissu qui sont, voilà, qui sont peut-être dépareillées. Il le remet à point, donc il remet des points, il recoud, des choses comme ça. Bon, je passe, il le retaille aussi, hein, vous voyez, il le retaille, il le retourne, etc., etc. Donc ça renvoie à une réalité bien connue, c'est-à-dire que ces vêtements sont faits avec des matériaux qui sont solides, avec des matériaux qui sont durables, avec des matériaux qui sont coûteux, et ils sont sans arrêt ramenés vers le tailleur, celui qui les a fabriqués en principe dans les règles de la corporation parisienne, ramenés vers le tailleur pour être remis à neuf ou réutilisés, recoupés pour un autre, éventuellement un autre membre de la famille, etc. Donc on a la facture nous transmet ainsi tout un vocabulaire professionnel, un peu technique, qu'on peine à retrouver sinon, parce que voilà, on a les règlements du métier parisien, mais les règlements du métier parisien de couturier, au point de vue des normes techniques, c'est vraiment très, 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 très peu de choses. Ce règlement, ce métier-là, particulier. Alors, si l'on ne sait à quoi ressemblait Colin de Lormois, on peut toutefois se référer à l'iconographie des corporations. Il faut que j'annonce ça parce que leur tour, je regarde. On peut se référer à l'iconographie des corporations. Il est tailleur de robe, couturier et tailleur de robe. Ça, c'est important. Que fait un tailleur de robe et un couturier? Le plus important, peut-être, c'est le geste de la coupe, de la taille. Et les tailleurs de robe de Paris ont sur le méro de la confrérie du métier, la Trinité d'un côté, et que la confrérie est dans l'église de la Trinité rue Saint-Denis, et l'image d'une paire de ciseaux. Et là, ce que vous voyez aussi, hein, sur ce livre assez connu, le livre des métiers de Nuremberg,
contemporain de Colin Delormeau, c'est la représentation d'un tailleur au travail. Comment est-il? Il est non pas en tailleur, ça ce sont les petites mains qui sont en tailleur et qui cousent. Vous les voyez sur la première image que je vous ai montrée. Lui, le tailleur au travail, il a un genou par terre et puis sur l'autre genou, il coupe avec le ciseau les pièces de tissu. Alors pourquoi cela? Parce que le travail d'un tailleur, ça consiste à ceci. Ça consiste à partir du tissu qui est apporté par le client achète le tissu chez un marchand drapier, il va chez le tailleur et le tailleur doit faire très attention. Et c'est en cela vraiment que son expertise se démontre, à tailler convenablement le tissu pour en gâcher le moins possible, parce que c'est une valeur qui est entre les mains de son client. Et ça, les règlements des corporations de tailleurs sont toujours très clairs là-dessus. S'il y a une chose à laquelle ils doivent veiller, c'est ne ni voler, ni escroquer le client sur le matériau, sur le tissu. Donc, il doit vraiment préserver le matériau et ensuite utiliser le matériau pour produire un manteau et puis un chaperon assorti. Souvent, hein, c'est souvent comme ça qu'on voit dans la facture, il produit une eau pelante et puis un chaperon et on a exactement le même matériau qui semble évoqué. Donc ça demande beaucoup de technique. Comment bien couper le matériau en engagant le moins possible pour ensuite, évidemment, recomposer, assembler cela par la couture. Le maître de l'atelier, c'est un tailleur. Les petites mains, éventuellement, les salariés seront plutôt appelés à Paris couturiers, plus souvent, même si ce n'est pas une règle. Alors, j'avance. Le métier de tailleur, c'est un métier qui est mal rémunéré. C'est un métier qui est mal rémunéré. Moi, comme je n'ai pas l'ensemble du chiffre d'affaires de Colin Delormeau, voilà, puisque je n'ai que des fragments, je ne peux pas avoir que des impressions là-dessus. Mais ce que l'on sait d'après les sources fiscales parisiennes, c'est que le métier de couturier, c'est l'un des moins taxés qui soit dans Paris. Il est au bas de la hiérarchie fiscale, comme les potiers d'étain, comme les pelletiers, qui sont d'ailleurs des confrères très proches dans la chaîne de production. Les pelletiers, ce sont ceux qui travaillent la fourrure, qui posent la fourrure à l'intérieur des vêtements. C'est pas beaucoup plus que le couturier, que les maçons aussi, mais vous voyez qu'ils sont loin derrière dans la hiérarchie fiscale, loin derrière les drapiers, qui eux sont beaucoup plus riches et donc beaucoup plus taxés. Donc un métier globalement mal rémunéré, assez peu reconnu, très nombreux. On a des centaines. Je pense qu'à l'époque de Colin Delormeau, il devait être sans doute au moins 180 ou 200 dans Paris. C'est un métier qui est bien représenté. Mal rémunéré, pourquoi? Alors, quel indice? Je sais par exemple que Colin Delormeau a produit pour la cathédrale Notre-Dame à un moment, 1451, ça on le retrouve dans les archives de la cathédrale. Il produit une chape pour l'aîné des enfants de chœur, celui qu'on appelle le spé. Cette chape lui est payée 14 sous, alors que le tissu avec lequel cette chape a été fabriquée est payé 4 livres au drapier. On a un rapport en fait de 15%, c'est-à-dire que la valeur de la chape, sur la valeur de la chape totale de l'affaire, 15% reviennent aux couturiers et 85% aux marchands de tissus, aux drapiers. Vous voyez qu'il y a vraiment, économiquement et socialement, c'est une activité très mineure pour la plupart des couturiers. Évidemment, je ne parle pas ici des couturiers et des tailleurs qui sont au service de l'hôtel du roi ou des princes. Mais mon couturier ne fait pas partie de ces gens. Alors, on peut retracer une trajectoire sociale ascendante de Colin Delormeau. Donc, je vous avais dit, c'est un voisin de Saint-Germain-des-Prés. On sait, grâce aux quittances de loyer, que de 1423 en 1435, il est locataire de Colin Garreau. Colin Garreau connaît très bien, je connais très bien, d'après les documents de Saint-Germain-des-Prés. Donc, on peut le situer dans ces environs-là. Ensuite, dans un deuxième temps de sa carrière, toujours d'après les quittances de loyer, il glisse vers le centre de la capitale. Il se rapproche de l'île de la Cité, mais il reste toujours rive gauche et toujours sur la Sensive, sur les terres de Saint-Germain-des-Prés. Il est locataire de l'hôtel du Plaétat, rue de la Petite Bouclerie, au bout de la rue de la Harpe, pour 12 livres parisis par an. Donc, pour un loyer qui est un peu plus cher. Il faut croire que ça va mieux pour lui. D'une certaine façon, il est capable de sortir plus d'argent. Et puis, en 1449, j'ai quand même des lacunes, à cause du caractère fragmentaire du livre, j'ai des lacunes dans ce suivi résidentiel immobilier de Colin Delormeau.
Mais ce que je trouve, c'est qu'en 1449, il devient propriétaire de l'hôtel appelé l'hôtel à l'enseigne du Cygne, dans le fief dit des Cordeliers, qui est situé entre la rue des Petits Champs et la rue des Cordeliers. Donc, c'est à peu près ici, le numéro 3, ici. Hein, et on a à la fois, là, on est assez chanceux, on a à la fois le bail à rente, donc la charte solennelle sur parchemin, passée devant les notaires parisiens, qui est l'acte d'achat, enfin, l'acte d'acquisition de l'hôtel à l'enseigne du Cygne par Colin de Lormois en 1449. Et puis, on en a des copies dans les cartulaires de Saint-Germain-des-Prés, des fois on ne serait pas sûr, on en a des copies d'autres mains, on peut compléter éventuellement. Donc tout ça, ça fait en fait un parcours résidentiel, en fait, qui est un parcours résidentiel ascendant. Locataire d'abord, très 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 longtemps, les locataires de 2 maisons successives dont les loyers sont croissants, alors même qu'on est dans une époque où les loyers sont fort bas en fait à Paris. Pourquoi? À cause de la dépression parisienne et du fait que Paris se vide de sa population à cette époque-là. C'est à cause du contexte militaire et politique parisien. Lui, il arrive à payer des loyers de plus en plus chers et puis il arrive finalement à débourser la somme nécessaire pour devenir propriétaire. Alors, propriétaire à la façon médiévale, c'est-à-dire qu'il doit toujours, sans ses rentes, à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés. Il n'est jamais complètement propriétaire à l'époque médiévale de son bien pour le seul qu'on occupe. On doit de l'argent euh, aux seigneurs sur les terres desquelles on se situe. Donc, une trajectoire sociale ascendante. Le deuxième indice que je donnerai sans plus de détails, c'est le parcours de son fils. Je vous ai dit que Colin de Lormois a dans sa clientèle celui qui a servi de maître d'école à son fils. Alors, ce Jean Boucard, le maître d'école de son fils, il faut savoir donc il était recteur de l'université, il a été recteur à l'université de Paris, c'est-à-dire qu'il était maître en théologie. Il était aussi confesseur du roi Charles VII et il le sera aussi du roi Louis XI. Donc c'est un personnage qui a une certaine envergure à l'époque, même si on n'a pas conservé le texte de Jean Boucard, on ne sait pas trop non plus comment, euh, comment il pensait les choses. Et il avait développé donc une petite entreprise scolaire en embauchant des enseignants, comme ça se faisait à l'époque, ce qu'on appelle une pédagogie, etc. Et en prenant en pension des élèves. Donc, parmi ces élèves, il y avait Gélas Gourdin, Galéas Gourdin, comme le dit Colin de Lormois, ça s'appelle en fait Nicolas Gourdin de Lormois. Nicolas Gourdin, originaire de Lormois en pays chartrain. Son fils ne porte plus le nom de Lormois, puisque lui, il est de Paris. Mais il s'appelle Gélas Gourdin, reprend le cognomen, le nom de famille de son père. Et finalement, considérer que Colin de Lormois a bien fait de travailler pour le maître Jean Boucard entre les années 1439 et 1443. Les factures, les comptes permettent de suivre tout ce que l'atelier de Colin de Lormois fabrique pour la pédagogie de Jean Boucard entre 1439 et 1443. Et en même temps, hein, les comptes qu'ils font entre eux. Et ce que l'on sait, grâce aux documents de l'Université de Paris, c'est que Gélas Gourdin devient bachelier en 1447, licencié et maître éssard en 1448. Et puis, dans les documents de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, c'est là-dessus que je termine, hein, c'est un projet de recherche que j'ai coordonné, vous pouvez retrouver sur les sites de l'École des Chartes, consacré aux archives de la cathédrale de Paris. On retrouve Gélas Gourdin à partir de 1448 jusqu'en 1487. Donc, il a suivi son cursus universitaire, pas très long, mais quand même intéressant. Et puis, dès 1448, il devient chapelain à la cathédrale de Paris, Notre-Dame de Paris, chapelain de la chapelle des Saints Denis et Georges, et il va recevoir ainsi successivement les ordres sacrés jusqu'à celui de prêtre en 1451. Donc, il a un parcours, un cursus honorum très rapide. En 1451, il devient prêtre. Il fait vraiment tous les grades cléricaux successifs. Et de 1451 à 1487, 36 ans quand même, il reste chapelain de Notre-Dame. Une place parfaitement stable. Et c'est ça qui va lui... Bon, donc je dirais que Colin de Lormois n'a pas eu de fils qui lui a succédé dans la boutique.
son seul fils, il a réussi à le placer à Notre-Dame de Paris, qu'il a nourri jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'en 1487, il résigne alors qu'il est très vieux en faveur d'une autre personne. Voilà, donc j'ai terminé cette petite présentation. Il me semble que Colin Delormois, tailleur de robe, résident des terres de Saint-Germain-des-Prés, est assez représentatif à certains égards, d'abord d'une période difficile de l'histoire de Paris, mais de ce qu'il était quand même possible de faire pour des artisans parisiens dans une période indéniablement critique pour Paris. Ce qu'il était possible de faire sur la base de la maîtrise professionnelle, de l'expertise technique, de l'insertion dans le quartier latin, l'insertion dans une clientèle spécifique aussi, sur la base aussi sans doute de sa prudence gestionnaire. Donc c'est un livre de boutique qui n'a pas grand-chose d'un livre de raison, hein, pas grand-chose d'un livre personnel. C'est fondamentalement un écrit professionnel, un écrit venu de ce milieu du travail normal, ordinaire, Paris médiéval. Je vous remercie de votre attention. Beaucoup pour cette passionnante présentation. Alors, quelques petites remarques. Dans les fonds du Minutit central des notaires de Paris, vous avez des cartons qui contiennent des factures. Et là, vous pouvez vous en donner encore moins. Parce qu'il y en a de très intéressantes, des factures de chez Hermès, mais les débuts d'Hermès, enfin bon, mais il y en a qui remontent un peu plus loin, vous en avez du 17e, 18e siècle. Ouais. Est-ce que, voilà, j'aurais une question, est-ce que dans les noms de ces clients que vous avez pu retrouver, est-ce qu'il y a des clients anglais? Parce que vous précisez très bien qu'on est en pleine guerre de 100 ans, que les Anglais sont en Paris. Et je disais que peut-être, enfin, c'est pas une question piège, hein, pardon, mais Pardon, oui. d'accord. J'essaie de me souvenir. Alors sachant qu'on ne les a pas tous identifiés, hein. Alors, comme tout le monde, c'est parce que Camille Couder avait largement commencé le travail, parce que c'était ça qui m'intéressait dans le livre, en fait. Non, pas immédiatement comme ça, mais ça vaudrait le coup de regarder de plus près ceux précisément qu'on n'arrive pas à identifier. Mais là, avec des noms qui peuvent être considérablement transformés. Absolument, oui. Et puis par ailleurs, l'État fragmentaire, la chose par moment, il dénomme les gens de manière très très elliptique, hein. On a juste un nom. On n'a pas les deux parties habituelles du nom, on a juste une partie du nom. Donc ça rend le jeu de l'identification assez compliqué. Mais non, pas comme ça. Oui. Parce que quand vous parliez justement de la transformation du nom, moi je me souviens que dans des minutes du XVe siècle, par exemple, Backwell, le nom, l'anglais Backwell était devenu B-A-C-O-U-E-L. Donc c'est vraiment la phonétique qui est voilà. Donc effectivement, il peut y avoir des noms anglais qui soient j'allais dire francisés, mais de manière phonique, voilà, simplement par le oui, phonique en quelque sorte. Mais en fait, il faudrait que je relise à l'oral. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il ne fait pas du salaire de rémunération de ces employés de ce genre? Hélas, non, rien du tout. Donc, en fait, je sais rien des coûts de la boutique, des coûts de la tenue. Je ne sais rien de ce qui. Voilà, je sais qu'il a des gens parce qu'ils sont mentionnés à un moment, mais je ne sais rien des coûts de la boutique. Je sais, il doit bien acheter du fil, je n'en sais rien. Il doit bien faire réparer ses outils, je n'en sais rien. Et il doit bien payer ses gens, je ne sais pas. Donc c'est très frustrant. Donc la question qui se pose après, c'est est-ce que c'était sur des feuillets qui ont disparu dans la dispersion du livre, ou est-ce qu'il n'utilisait pas le livre de boutique pour cela? Ce qui est une autre question. Mais non, sur les fragments. Est-ce qu'on sait si les étoffes étaient fabriquées assez préparées ou si on Non, après non, enfin, ça, on ne peut pas le savoir. Parce qu'en fait, lui, il travaille pour l'essentiel. Il travaille le tissu qui lui est apporté et d'une certaine façon, ça ne le regarde pas.
Et il ne le mentionne pas. Après, ce qu'il y a, c'est la diversité des étoffes qui apparaissent, qui convient que certaines sont fabriquées ailleurs. Mais voilà, lui, ça ne l'intéresse pas. Et pour ça, pour le coup, il est très, très attentif à la délimitation des territoires professionnels. S'il répare quelque chose, c'est pour un client pour lequel il fabrique du neuf. Parce que sinon, c'est au fripier de faire les réparations de vêtements. Et donc là, c'est vraiment, il est très attentif à cela. De la même manière, il ne va pas mettre des informations qui relèvent de l'expertise et de la compétence d'un drapier. Et quand il fournit, le seul tissu qu'il fournit, c'est le tissu de rembourrage pour les pourpoints. Ça, oui, c'est ce qu'il appelle des étoffes. Pour tous les pourpoints, il dit, il facture la façon et les étoffes. Et du coup, là, il facture les choses beaucoup plus chères, alors que le manteau, là où plante, c'est 6-8 sous. Vous avez vu la longueur d'un manteau avec une plante, c'est un vêtement très, très long, très épais, etc. Le pourpoint est très court, mais ça coûte 16, 20, 28 sous, parce qu'il facture aussi les étoffes. Et c'est sans doute plus intéressant pour lui. Là, il fait son profit, en fait. Parce qu'il doit acheter les étoffes à quelqu'un, les étoffes de rembourrage, et puis les revendre, sans doute dans un plus-value. Tu nommes que son fils s'appelle Bourdin, c'est-à-dire que son fils, c'est aussi Bourdin, Colin, son prénom. C'est ça. Son alors, si quand on a son nom au complet, on l'a parfois dans certains actes notariés, il s'appelle Nicolas Gourdin, dit Delormois. Alors, lui-même, tout à l'heure, je vous ai montré que Jean Boucard l'appelle Nicolas Delourme. Et puis, dans d'autres clients, on l'appelait Colin Delormois. Moi, j'ai décidé de me caler sur Colin Delormois, puis je ne mets pas dans ce cabicoudaire aussi. Voilà. Donc, Nicolas, évidemment, diminutif Colin. Gourdin, le patronyme. Et puis Delormois, c'est un surnom d'origine, en fait, d'origine topographique. Et par ailleurs, j'ai une liste de dépenses dans le livre, je n'ai pas parlé là, parce que c'est ponctuel. Une liste de dépenses, en fait, il fait un voyage une fois, voilà, il fait un petit voyage. Il est à Paris, il va dans le pays chartrain. Et en fait, vous avez dans le pays chartrain un village qui s'appelle Lormois. Donc, il va dans le pays chartrain, il va voir un oncle qui est malade. On a toutes les dépenses qu'il fait en route, toute la route qu'il fait, etc., etc. Donc, moi, ma supposition, c'est que c'est un couturier d'origine chartraine qui s'est installé à Paris au début du XVe siècle. Il garde le surnom d'origine géographique parce qu'il est le premier à s'installer à Paris de sa famille. Et en revanche, à la génération suivante, enfin, il n'aura pas de troisième après, à la génération suivante, voilà, le surnom d'origine disparaît. Justement, si je peux permettre encore pour la deuxième formation, donc comment est-ce que le fils arrive, parce que le père veut acheter une sorte de charge, comment ça se passe? Vous avez dit qu'il est résigné en toute sa charge. Donc, on est propriétaire de cette fonction de chapelain. Bon, on n'est pas propriétaire, mais malgré tout, il y a une très très grande stabilité des chapelains. C'est-à-dire qu'ils peuvent tourner sur les chapelles de Notre-Dame. Ils les voient tourner, permuter les chapelles, etc. Mais à un moment, ils s'installent dans une chapelle et ils y restent très 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 longtemps. Alors, soit ils meurent en fonction, soit effectivement ils résignent parce qu'ils sont, j'imagine, très vieux, et ils résignent en faveur d'un autre prêtre. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il y a sans doute des petites transactions dont on n'a pas les prix, hein, mais entre eux. Voilà. Donc, ça, c'est les chapelleries. Mais le père, a priori, dire qu'il a acheté la chapellerie, ça, j'en ai pas la trace. Je suis la carrière, c'est-à-dire dans les registres de Notre-Dame, voilà, je peux les interroger et je suis comme ça la carrière de son fils, mais il n'y a pas non plus toutes ces informations. Il s'agit quand même en gros de dessous de table, hein, donc voilà. C'est pas censé être enregistré par les chanoines de Notre-Dame, par le clergé. J'ai deux petites questions. La première, c'est comment les impôts sont calculés. C'est peut-être qu'on est dans les déclarations d'impôts qui sont le lien est solide. Et la deuxième, c'est quel est le vêtement le plus cher dans ce qu'il y a? Alors, je vais commencer par la question la plus facile, c'est la deuxième. Le plus cher, c'est le pourpoint. Voilà. Le pourpoint, de toute façon, le pourpoint, c'est une mode aristocratique, nobiliaire, laïque. Et les plus gros commanditaires de pourpoint, il a un écuyer dans sa clientèle et un chambellan, alors un chevalier qui est aussi chambellan du duc, je ne sais plus quel, pardon, je retrouvais ça, d'un duc. C'est quelqu'un qui fait partie d'un hôtel royal, d'un hôtel princier, d'une cour princière.
c'est aussi un gros commanditaire et il commande des pourpoints très chers dans des matériaux qui sont aussi, là on a du velours, on a du velours de soie, du damas, etc. Donc ça atteint des sommes importantes et c'est dans les pourpoints qu'on a les travaux de couture les plus luxueux. Après, encore une fois, une chose simplement sur le prix des façons. Lui, il est payé, la façon d'un bonnet, c'est 2 sous. La façon d'une hauppelante, c'est 6 ou 8 sous. 6 ou 8 sous. Donc, il est payé dans une fourchette qui va de 2 à 8 sous, qui est assez étroite, en fait. C'est uniquement le travail de confection qui lui est payé. Et encore une fois, ce qui coûte cher dans un vêtement, 80%, c'est le matériau auquel, sauf pour les pourpoints, lui, il ne peut pas toucher. Donc, c'est le drapier qui empoche la plus-value sur la valeur du matériau. C'est pas le... Il y a la même logique avec la fourrure. La fourrure, c'est le marchand de fourrure qui gagne beaucoup d'argent sur la fourrure, le pelletier qui coud, qui assemble la fourrure dans un vêtement éventuellement travaillé auparavant par un tailleur, lui, de la même façon, il touche que des façons très très peu rémunérées. Alors maintenant, sur la question des impôts, ça c'est une question difficile. C'est une question difficile parce qu'il y a presque autant de types d'impôts que de besoins de la monarchie. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est les quelques listes fiscales, enfin, un fragment de l'édition de Jean Favier, une liste fiscale de 1421, et on en a 3 pour le début du XVe siècle. Il faudrait que je me souvienne exactement comment s'organise la levée. De toute façon, toutes les listes fiscales du début du XVe siècle sont partielles, soit parce qu'elles ne touchent que les plus riches contribuables parisiens, c'est le cas de la liste de 1438, soit parce qu'on n'a gardé que la levée effectuée dans certains quartiers. Et alors maintenant, la levée, comment elle est effectuée, très honnêtement, je ne me souviens pas pour celle-ci, parce qu'il y a 2 façons, grosso modo, il y en a beaucoup, 2 façons de lever. Soit vous levez la taxe sur tous les contribuables considérés comme suffisamment riches pour contribuer. Donc, et c'est en fonction du vaillant, de ce qu'on appelle le vaillant, donc, des capitaux de la personne. Ça varie en fonction de sa fortune. Soit vous transformez des impôts indirects en impôts directs. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir, dans ces conditions-là, des taxes forfaitaires sur tous les habitants. C'est assez rare. En général, il y a la règle, le fort portant le faible. Le fort portant le faible. Et donc, il y a une modulation en fonction du vaillant, du revenu des habitants. Et c'est les levées du début du XVe siècle, voilà, elles ont été publiées par Jean Favier, mais je ne me souviens plus des règles très précises qui ont été suivies. Je ne suis pas sûre qu'elles sont si bien restituées d'ailleurs. Parce que ce principe est connu. C'est pas non plus, on n'est pas non plus face à des impôts progressifs, mais face à des impôts qui essayent de respecter la hiérarchie des fortunes. J'aurais une dernière remarque et une dernière question. Ce que vous indiquiez, la présentation avec le texte d'un côté et la somme en regard, voilà, on le retrouve parfaitement dans les inventaires après décès, dès le 16e et surtout 17e et 18e siècle, où les notaires, quand ils font l'inventaire des biens, que ce soit du vin, des vêtements ou du mobilier, font la description de l'élément et en fin de ligne, effectivement, donnent la somme. Et puis, quand vous disiez, voilà, alors ça c'est une question, ils remettent les vêtements à neuf parce que, bien évidemment, le matériau est très coûteux. Est-ce que le fait, je sais pas, je n'ai pas une obsession contre les Anglais, loin de là, mais comme elle est en pleine guerre de 100 ans, est-ce que, justement, le fait qu'il y ait peut-être pénurie, on ne sait pas s'il y a pénurie de tissu ou pas, il y a peut-être davantage tendance à être regardant vis-à-vis des tissus et donc de faire de la remise à neuf à partir du tissu existant. Voilà. C'est pas...
Peut-être, pourquoi pas, je n'avais pas du tout pensé. C'est-à-dire, oui, il y a des moments de pénurie très importants, pas, c'est sûr, mais c'est plutôt ce qui est connu, c'est plutôt les pénuries de grains, en fait. Oui, voilà, d'aliments, pas forcément de tissus. Et à cause de blocus militaire. Oui. Mais l'année 1431, elle est absolument dramatique. Et cette année-là, moi, je vois Colin Delannoy se débrouiller pas mal parce qu'il se fait payer en grains par un écuyer, ce qui lui permet de stocker des grains au moment où le prix des grains s'envole. Et puis, il est assez attentif à ses intérêts. Je n'avais pas pensé à ça, mais pourquoi pas. Non, mais effectivement, se faire payer en nature, finalement, est peut-être plus intéressant que de se faire payer par moment, je pense que c'est une bonne opération. Voilà. De même que se faire payer en chandelle, parce que ça coûte cher, le chandelle. C'est un budget. La cire. Écoutez, très grand merci, en tout cas, de cette... ce qui est très intéressant, c'est ce que vous avez pu sortir à partir de ces feuillets, finalement. Finalement, c'est très instructif parce que on ne pense pas en sortir davantage sur la clientèle, sur tous les éléments comptables et les prix, parce que c'est aussi ce qui est intéressant. Il ne reste plus qu'à vous dire. Merci beaucoup. Merci à vous.